France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. Les guerres s'intensifient comme celle au Moyen-Orient déclenchée par Donald Trump et toujours celle en Ukraine à l'initiative de Vladimir Poutine. Et dans notre partie débat, nous parlerons précisément de l'impact économique sur l'énergie en Europe. Alors si elle n'est pas belligérante directe, l'Union européenne subit lourdement plusieurs conséquences, affaiblie économiquement et moralement. Et nous en parlons tout de suite avec Enrico Letta. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur Letta. Je vous rappelle que vous êtes ancien président du Conseil italien. Vous étiez d'ailleurs aussi chef de file en Italie du Parti démocrate. C'est les sociaux-démocrates. Mais vous êtes surtout connu aujourd'hui comme auteur d'un rapport de référence pour la Commission européenne sur la compétitivité et le marché unique, président de l'Institut Jacques Delors et doyen de IE Université à Madrid. Alors, on commence, si vous le voulez bien, par la guerre en Iran déclenchée le 28 février. Où sont, dans ce conflit, dans cette région, les Européens ? Ils sont hélas divisés, et ça c'est le grand problème. Ils sont divisés comme on l'a été dans beaucoup de ces tournants de l'histoire, et cette division est un énorme problème, parce que c'est une division qui nous empêche d'être évidemment unis et d'être capables de bloquer, quand il est nécessaire de le faire, les folies, comme cette folie de l'administration Trump qui est en train de faire chuter l'économie mondiale et de mettre le Moyen-Orient à feu dans une situation dans laquelle personne ne comprend plus rien. Et on comprend aussi que le retour au statu quo est impossible et qu'il va y avoir un problème pour tous. Surtout pour l'Europe, pour sa compétitivité, le prix de l'énergie qui double, les avions à terre pour le manque de essence. Je pense qu'on va payer un prix très grave. C'est pas seulement nous, le reste du monde va le faire, mais nous, les Européens, on va le payer double parce qu'à cause des divisions, on n'est pas capable de dire non et de bloquer. Alors que si on était plus unis, et surtout si on était capable d'avoir notre propre capacité de nous défendre ou de défendre nos voisins, je pense à l'Ukraine, là le chantage de Trump, qui est toujours le chantage de dire « si vous ne me suivez pas, moi je cesse d'aider l'Ukraine ». Et ce chantage est fort parce que nous n'avons pas de défense européenne totalement unie et les industries de défense européennes ne sont pas complètement intégrées comme elles devraient l'être. Alors on va continuer notre tour de l'actualité géopolitique, mais tout de suite, on regarde les dernières nouvelles sélectionnées par Oiana Almando, c'est l'Europe en bref. La trêve est fragile entre l'Iran et les États-Unis. Les Européens saluent le cessez-le-feu, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a poursuivi, au-delà du 7 avril, ses frappes sur le seul Liban, ce que déplore la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense. Les actions israéliennes mettent le cessez-le-feu à rude épreuve. L'action israélienne est bien plus condamnée par l'Espagne socialiste, par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Nous sommes confrontés à la plus grande attaque contre la civilisation fondée sur les idéaux humanistes de la raison, de la paix, de la compréhension et du droit universel, face à l'abus de pouvoir, à la force brute et à l'arbitraire. Le Premier ministre Pedro Sánchez a également de nouveau appelé l'UE à annuler son accord d'association avec Israël, qui facilite les échanges commerciaux entre les deux parties. Un conflit qui bouleverse l'économie mondiale et inquiète la première ministre italienne de droite radicale, Giorgia Meloni. S'il venait à se prolonger, elle réclame la suspension de la règle européenne qui force les États à rester sous la barre des 3% du PIB pour leur déficit. Or, Giorgia Meloni a choisi de réduire les taxes sur les carburants et a déjà échoué à repasser sous la barre des 3% en 2025 dans un pays en pleine stagnation. Proposition rejetée par le commissaire européen à l'économie. Il rappelle qu'on ne suspend les règles qu'en cas de récession économique dans toute l'UE, alors qu'on anticipe une croissance à 0,8% cette année. Enrico Letta,
Vous avez parlé des conséquences en matière énergétique pour l'Europe. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, l'Autriche ont appelé à la mise en place de taxes sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques en réponse à la hausse des carburants générée par cette guerre au Moyen-Orient. La France ne veut rien en faire. Pourtant, elle l'a déjà fait effectivement dans le cas de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et ça n'a pas empêché les géants pétroliers d'empocher 180 milliards de bénéfices. Ce qu'Emmanuel Macron a tort de ne pas vouloir taxer les superprofits. Vous savez, la question de la division des Européens est la conséquence de cette contradiction terrible que nous sommes en train de vivre dans ce mois d'avril. La contradiction est entre le besoin d'intervention immédiate, parce que le prix de l'essence, du carburant est devenu insupportable, et en même temps savoir que l'Europe est en train de discuter de comment appliquer des mesures structurelles pour intégrer son marché de l'énergie. Le Conseil européen de 22-23 avril va discuter exactement de ces points d'intégration du marché unique en lançant ce plan One Europe, One Market, qui est le plan d'intégration du marché où la question énergétique est centrale. Donc le point central Mais vous êtes pour ou contre la taxation des superprofits ? Évidemment, aujourd'hui, la question est liée au fait qu'il faut trouver de l'argent pour faire baisser les impôts sur le carburant et faire en sorte que les gens aient un carburant qui coûte moins. Donc il faut que les pays qui sont en condition de le faire le fassent. S'il y a des pays qui ne sont pas en condition de le faire, ils peuvent éviter de le faire. Quand on parle d'impôts, malheureusement, c'est une compétence nationale, ce n'est pas une compétence européenne. Pendant ce temps, guerre en Ukraine, effectivement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé d'ailleurs des accords de défense avec Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, suite au déploiement d'experts de Kiev pour aider les pays du Golfe. Est-ce que le monde est en train de se partager entre deux camps ? Je trouve qu'il y a des changements géopolitiques assez importants. Moi, ce que je vois, c'est que je ne vois aucun changement de raison pour l'Europe de arrêter, de cesser de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine mérite le soutien de l'Europe. C'est un soutien coûteux, mais c'est un soutien qui est en train de nous faire des pas en avant vers l'intégration européenne. Parce qu'on sait par exemple que dans le camp de la défense, de l'industrie de la défense, défendre les Ukrainiens ayant 27 systèmes de défense séparés entre eux, ça veut dire acheter des armes aux Américains, créer des emplois aux États-Unis. Alors que s'intégrer, ça veut dire que cet argent qu'on dépense, ça devient des emplois chez nous, en Europe. La guerre en Ukraine a changé complètement la donne de la défense. Aujourd'hui, c'est une donne beaucoup plus technologique. Les drones ont pris la place des armes traditionnelles. Et c'est pour ça que l'Europe doit faire un grand pas en avant vers une capacité technologique et d'innovation dans ce domaine qui est absolument fondamentale. En attendant, vous parliez de division. Le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine qui a été approuvé en décembre 2025 par les 27, mais avec une clause de non-participation pour la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, a marqué un tournant décisif. Mais la Hongrie de Viktor Orban a ensuite opposé son veto à partir du sommet d'après pour le bloquer. Qu'est-ce qu'on fait ? L'attitude de Orban envers de cette décision du mois de décembre, qui était une décision qui ne le touchait pas. Donc la décision des Européens qui a été finalement celle d'employer les coopérations renforcées, c'est-à-dire un système, un moyen institutionnel qui jamais avait été employé. Donc je le vois comme un grand pas en avant européen. C'est une façon de dire les vétos ne nous bloquent plus. Mais ce qui a été fait au mois de décembre vient aujourd'hui d'être mis sous chantage par Orban. C'est la démonstration que là aussi, peut-être, on a été trop mou par rapport. La signature ne vaut rien finalement d'un chef d'État. Oui, mais surtout, ce qui ne vaut rien, c'est le fait de dire, tu sais que les Européens ont toujours tenu une attitude qui est une attitude institutionnelle. Si tu veux qu'on déclenche toutes les clauses et toutes les règles qu'on a en Europe, par exemple, pour bloquer complètement tout argent qui arrive à la Hongrie, eh bien, je pense que le moment est venu de commencer à réfléchir à ça. Alors, le moment est surtout celui d'une campagne électorale de Orban lui-même et du Fidesz, d'une violence sans précédent contre l'Union européenne, contre l'Ukraine pour les élections du 12 avril.
Il a reçu l'appui de la Russie soupçonnée d'ingérence sur les réseaux sociaux, de toute l'extrême droite européenne, même Marine Le Pen a défilé à Budapest, et du vice-président américain Vance à quelques jours des élections. C'est un moment clé pour l'histoire politique européenne. Dans cette année, probablement, c'est l'élection la plus importante. C'est une élection pour laquelle le peuple hongrois se prononce. Si on n'était pas en condition d'avoir l'idée que ce vote soit un vote libre, évidemment, il y aurait une crise absolument frappante à l'intérieur de l'Europe. Donc on espère une expression de vote libre, que l'état de droit marche, et de mon côté, j'espère vraiment qu'il y a un changement en Hongrie, parce que le rôle de la Hongrie comme pays et qui a bloqué l'Europe, quelques-uns de ses représentants ont été les espions de Moscou. On a vu ça aussi. Je pense que ça, c'est incroyable, ce qu'on a vu avec le ministre des Affaires étrangères qui passait les informations à son collègue russe de l'intérieur des réunions européennes. Moi, je pense que c'est de la trahison, ça. Il faut appeler les choses comme elles le sont. Donc, je pense que la solidarité européenne a été cassée par le gouvernement hongrois. Il faut tenir compte de tout ça et j'espère que ce vote soit un vote libre. Mais 16 ans de pouvoir de Viktor Orban qui s'en est pris à l'état de droit sur tous les chapitres, la magistrature, la liberté des médias, 80% aux mains du Fidesz. Est-ce que Peter Magyar, même s'il gagne, peut véritablement représenter un changement pour l'UE et l'Ukraine ? Ou est-ce que tout restera comme avant ? On l'a vu peut-être en Pologne, il n'y a pas beaucoup de changements. En Pologne, les changements sont là. J'espère qu'en Hongrie, ce sera la même chose. Mais j'espère surtout que chaque pays est libre dans le débat européen de prendre ses positions. Le point essentiel est la solidarité entre des pays européens entre eux. Et ce que Orban a fait, et ce que son ministre des Affaires étrangères a fait, a été une rupture de cette solidarité. Et l'Europe gagne, l'Europe devient effectivement le producteur de prospérité et de biens pour ses peuples seulement si les pays européens sont avec des gouvernements qui sont solidaires entre eux. Alors l'euro numérique, on en parle avec vous, Enrico Lota, c'est un sujet intéressant. C'est le futur complément à l'argent liquide qui vise à proposer un moyen de paiement électronique sûr et garanti par la Banque Centrale Européenne. Il est encore au stade de projet, cet euro numérique, mais il pourrait voir le jour en 2029. Alix Le Bourdon, notre correspondante au Benelux, a enquêté sur son intérêt. Depuis l'été dernier, Nicolas Guillou ne peut plus utiliser sa carte bancaire. Il fait partie des juges de la Cour pénale internationale qui ont émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Résultat, il a été placé sous sanction des États-Unis, grands alliés de l'État hébreu. Depuis, le juge subit tous les jours la dépendance européenne en matière bancaire. J'étais dans une gare aux Pays-Bas il y a quelques semaines. Il y avait un panneau où il était inscrit « No cash ». Et il y avait les logos des moyens de paiement, et ils étaient tous chinois ou américains. Donc ça veut dire que quand on est citoyen européen et qu'un pays extérieur vous ferme le robinet du paiement, eh bien vous n'avez plus aucune possibilité pour payer. Et ça montre en fait qu'il faut absolument retrouver de la souveraineté. Parce qu'en fait, c'est une énorme fragilité. Aujourd'hui, ça arrive à 11 juges et procureurs de la Cour pénale internationale, mais ça peut arriver à beaucoup de personnes. Une situation handicapante qui a poussé ce juge à s'intéresser de près au projet d'euro numérique discuté à Bruxelles. Une sorte de version électronique de l'argent liquide émis directement par la Banque Centrale Européenne et distribué par les banques privées. Nous ne disposons pas d'une solution de paiement pan-européenne pour l'ensemble de la zone euro. L'euro numérique permettra donc de créer cette infrastructure de paiement. Une infrastructure de paiement véritablement européenne sur laquelle les banques privées et les solutions de paiement privées pourront s'appuyer pour se développer davantage. Le projet prévoit une limite de détention d'euros numériques, mais le secteur bancaire ne l'entend pas de cette oreille. Les banques craignent de perdre les dépôts de leurs clients au profit de cette monnaie publique et les frais bancaires qu'elles prélèvent. Les banques ont peur évidemment d'une perte de liquidité et surtout elles ont peur du fait qu'en cas de stress bancaire, tout d'un coup l'épargne bancaire se délocalise vers la Banque Centrale Européenne.
Un euro numérique qui pourrait redonner de la souveraineté bancaire à l'Union européenne. Mais une question demeure. Suffira-t-il à convaincre alors qu'un Européen sur 10 détient aujourd'hui des crypto-monnaies indépendantes des États, comme le Bitcoin? Enrico Letta, auteur, je le rappelle, d'un rapport sur le marché unique. Les moyens de paiement par carte d'un pays à l'autre de l'Union européenne sont essentiellement américains. Il y a clairement un enjeu de souveraineté dans la mise en place d'un euro numérique. Je pense que ce qu'on a entendu est exceptionnellement puissant, parce que le fait qu'il y ait des juges de la Cour pénale internationale qui sont privés de leurs droits aujourd'hui, c'est un droit à l'existence. La question des moyens de paiement par des puissances étrangères est quelque chose d'incroyable. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle la question de la souveraineté européenne sur la monnaie, sur la banque bancaire, sur bancaire et sur les moyens de paiement est absolument centrale. Et évidemment, l'euro numérique est une solution, mais il faut aussi ajouter une autre solution, parce que sinon, ce n'est pas suffisant. L'autre solution est de créer le marché unique des marchés financiers, ce qui n'a jamais existé en Europe. On a la même monnaie et on a 27 marchés qui sont séparés et fragmentés parce qu'on n'a pas voulu faire trop en même temps. Et aujourd'hui, on paie tout ça. Ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle. Les Américains ont mis tellement d'argent parce qu'ils l'avaient pour les investissements sur l'intelligence artificielle qu'ils ont gagné avec des ingénieurs européens. Nous, on avait tous des projets nationaux, on n'a pas été en condition de le faire, comme les moyens de paiement. On n'a pas de marché européen, donc on n'a pas de possibilité de créer une carte de crédit européenne. Voilà, le moment est venu d'intégrer les marchés financiers, ça fait partie de ce projet One Europe, One Market, et de faire en sorte qu'avec l'euro numérique, on puisse avoir et reprendre notre souveraineté. Et il n'occasionnera pas de frais bancaires par les utilisateurs, comme lors des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Mais ça ne fait pas du tout plaisir aux banques. Est-ce qu'elles vont, vous pensez, batailler contre cet euro numérique jusqu'en 2029 ? Je pense qu'il y a le temps maintenant pour que la Banque Centrale Européenne trouve, des solutions pour éviter qu'il y ait une lutte avec les banques. Mais il faut aussi que les banques soient claires. Aujourd'hui, le problème de la fragmentation est évident. Donc les banques aussi doivent dire qu'il faut s'intégrer. Merci Enrico Letta d'avoir été notre invité sur France 24 et les chaînes parlementaires. D'ailleurs, on poursuit le débat à Bruxelles sur les questions énergétiques. L'Union européenne doit-elle obtenir plus de souveraineté énergétique et comment ? C'est notre débat tout de suite. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, où les eurodéputés observent avec attention depuis des semaines les prix de l'énergie fluctuer depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump et les Iraniens ont conclu un cessez-le-feu. Une question se pose, les Européens vont-ils sortir du spectre d'un choc pétrolier et gazier majeur à l'avenir ? En effet, l'Union européenne dépend toujours des importations pour 55% de sa consommation énergétique. Les 27 cherchent à être plus indépendants, notamment du pétrole et du gaz russe depuis la guerre en Ukraine, même si certains pays, comme la Hongrie, la Slovaquie, s'alimentent toujours de pétrole depuis Moscou. Parmi les pistes d'indépendance, il faut bien sûr citer les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire, qui font débat entre les 27. Chaque État membre défend en effet son modèle énergétique idéal. Alors pour parler de ces énergies européennes, 3 invités cette semaine. Isabelle Le Callennec, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe du Parti populaire européen, au centre droit de cet hémicycle européen. Nous accueillons également Christophe Grudler, bonjour. Bonjour. Eurodéputé français, membre du groupe centriste Renew. Et bonjour à vous, Marc Botenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge et membre du groupe La Gauche au Parlement européen. Monsieur Grudler, alors il y a cessez-le-feu de Donald Trump jusqu'à nouvel ordre. Le détroit d'Ormuz est en voie de réouverture. Est-ce qu'il faut s'engager militairement en tant qu'Européens dans ce détroit d'Ormuz instable pour assurer notre sécurité énergétique ? Donald Trump a l'air de penser qu'il faut assurer militairement notre sécurité énergétique. Depuis qu'il s'est engagé militairement au détroit d'Ormuz, le détroit est fermé, alors qu'il était ouvert avant. Donc c'est déjà une ambiguïté à traiter. Mais en fait, je pense que les Européens, ils doivent arrêter de regarder le détroit d'Ormuz
l'avenir énergétique de l'Europe, il n'est pas là-bas. Il est clairement en Europe. Et c'est là, on doit vraiment faire un focus pour produire davantage en Europe, pour électrifier davantage en Europe, pour développer les renouvelables et le nucléaire. Vous êtes d'accord, Marc Botenga, il faut arrêter de regarder vers le Moyen-Orient. Mais pourtant, on a vu que cette guerre en Iran a considérablement fragilisé le marché énergétique européen et l'Union européenne est restée spectatrice. Forcément, je veux dire, il n'y avait pas de secret. Les Iraniens disaient depuis des années, des décennies, si vous nous attaquez, nous fermons le détroit d'Ormuz. C'était très clair, il y a une grosse partie du pétrole, du gaz qui passe par là-bas pour les marchés mondiaux, donc ça allait avoir un impact sur la guerre. On entend dire Donald Trump maintenant de manière joyeuse, j'ai ouvert le détroit, mais ce détroit il était ouvert avant qu'il n'attaque l'Iran. Ce qui m'a un peu choqué, interpellé, c'est que l'Union européenne n'ait pas dit à Donald Trump ou les États-Unis, qui sont quand même le meilleur allié, mais ne faites pas ça. Je veux dire, arrêtez, cette guerre-là, elle est illégale et en plus, elle nous fait du mal immédiatement à nos consommateurs. Alors les Européens n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été consultés, mais après, vous avez un rôle à jouer. La Chine a joué un rôle, le Pakistan a joué un rôle. Où sont les Européens? Tandis que c'est effectivement nos intérêts, parce que je suis d'accord qu'il faut aujourd'hui dire, voilà, nous devons produire davantage en Europe, on doit investir massivement dans les énergies en Europe, mais en parallèle, nous savons que nous dépendons encore énormément du gaz et du pétrole importé et des prix sur les marchés mondiaux. D'ailleurs, Madame Le Gallinac, avec la guerre au Moyen-Orient, plus que les autres, les Européens ont subi cette flambée des prix des hydrocarbures. Eh bien, quelles leçons vous tirez de cette crise énergétique? Qu'il faut diversifier nos approvisionnements et effectivement être moins dépendants. Comme vous le dites, cette crise a eu un impact majeur sur un grand nombre d'activités. Donc aujourd'hui, c'est l'économie qui est fragilisée, l'économie européenne. Je pense en particulier au secteur des transports. Je suis membre de la commission de la pêche. Je pense aux agriculteurs. Je pense aussi aux personnes qui prennent leur automobile pour aller travailler. Tout ce qui est service à la personne. On a vu dans les différents États membres l'impact immédiat de cette crise et du renchérissement du prix du carburant. Et on a vu là aussi des attitudes assez différentes d'un État membre à l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire à la fois sur le court terme, parce qu'il faut réagir sur le court terme, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. C'est ça, Christophe Grudler. Il y a eu toute une myriade de réactions de la part des États membres européens, pas d'unité finalement dans la réponse européenne à cette crise énergétique. Et cette diversité, ça fait aussi notre fragilité. Ah ben, clairement. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe n'est pas capable de se faire entendre face à Donald Trump. On a peur, on baisse la tête, comme on l'a fait avec l'accord US-UE, par exemple. Donc on n'ose pas y aller. Et donc dans ces conditions-là, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Alors que la force devrait être celle de la loi et pas la loi de la force. Sur l'énergie, on a aussi entendu la Commission européenne finalement dire « bon, consommer moins de pétrole, voilà, c'est logique, mais pas de mesures supplémentaires ». Écoutez, moi j'ai demandé avec mon groupe qu'on réactive Aggregate EU, par exemple, qui va permettre d'acheter ensemble du gaz, sur le court terme évidemment, mais de lutter contre la spéculation en ayant des achats en commun. J'attends encore que ça se réalise pour de bon. Il y a un certain nombre d'outils comme ça qu'on peut prendre sur le court terme pour aider nos concitoyens et pour être sûr aussi, parce qu'il n'y a pas que le prix, il faut aussi que la matière soit accessible. Si demain on a des prix pas chers mais qu'on n'a pas d'énergie, l'Europe, elle est à l'arrêt. On ne chope plus les Européens, on ne les éclaire plus et on n'a plus d'industrie. On a manqué de clairvoyance quand même. Il y a 40 ans, on était finalement dans l'importation pour notre consommation à 44%. Aujourd'hui, on est à 55%. On a augmenté notre dépendance aux hydrocarbures extérieurs. Et on est les seuls au monde à avoir une économie qui dépend à 55% de l'extérieur au niveau de l'énergie. Donc on se met en danger de mort avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument passer déjà en dessous des 50% avec ce développement d'énergie renouvelable, du nucléaire, de production énergétique européenne. On a encore des réserves dans l'hydraulique, par exemple. Donc il y a des possibilités de mieux utiliser notre énergie en européen et d'arrêter de dépendre des autres. On ne va pas quitter le gaz russe pour dépendre du gaz américain. Donc il faut qu'on soit en européen, en autonomie stratégique énergétique. Parlons-en du gaz russe, justement. Et oui, car dans cette flambée des prix du carburant à cause du Moyen-Orient, on a entendu Donald Trump, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, finalement, faire l'apologie du pétrole et du gaz russe pour contrôler le marché, contrôler les prix. Est-ce qu'il aurait fallu lever les sanctions sur la Russie? Mais le problème, c'est au moment où on prend ces sanctions en 2022-2023, en fait, on n'a pas une réflexion sur l'autonomie européenne en matière énergétique parce que, on entend Mme van der Leyen dire « nous serons indépendants du gaz russe ».
Oui, mais en même temps, on augmente la dépendance vis-à-vis, par exemple, le LNG américain. On importe toujours via d'autres acteurs aussi du gaz. Ouais. Et donc, on se trouve dans une situation où il n'y a pas de cette réflexion en disant on doit vraiment mettre le paquet massivement sur les énergies renouvelables de manière publique. Donc ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous ne prenez pas ces mesures, à un certain moment, vous dites on n'importe plus de la Russie, vous n'arrivez plus à importer du Moyen-Orient, à un certain moment, vous allez chercher où vos gaz, votre pétrole. Et troisièmement... Chez Donald Trump ? Dans les faits, ça a été ça. Et donc Donald Trump, les États-Unis en profitent évidemment à ce moment-là. Quand les LNG, quand nous on est donc pour ce gaz naturel liquéfié, on est dépendant des États-Unis, on augmente notre dépendance. Les États-Unis peuvent se dire soit on augmente les prix, soit on envoie ces bateaux ailleurs. Parce que c'est évidemment autre chose d'avoir un gazoduc ou un pipeline que d'avoir un navire qui vous amène les gaz. Donc ça nous met dans une situation extrêmement précaire. Et je ne vois pas aujourd'hui, et c'était déjà la critique en 2022-2023, quand on a eu cette crise qui était due au fait qu'on s'était coupé en grande partie du gaz russe, je ne voyais pas à l'époque cette urgence au sein de la Commission européenne. Pour des sanctions contre la Russie. Mais à l'exception de 2 pays quand même, précisons-le, Madame Le Callennec, qui s'en vantent d'ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico, qui carburent toujours au gaz russe et au pétrole pas cher. La majorité des Européens sont sortis du pétrole russe et disent qu'ils vont arrêter de s'approvisionner en gaz russe en 2027. Est-ce que l'objectif est tenable dans un marché si incertain? Oui, moi je pense qu'il faut tenir cette ligne pour les raisons que l'on sait avec la guerre en Ukraine. La difficulté que nous avons en Europe, en fait, c'est que nous avons des systèmes et des mix énergétiques qui sont très différents les uns des autres. Chez nous, en France, la part du nucléaire est très importante. Ce n'est pas le cas partout. On parlait des États-Unis, mais on s'approvisionne aussi beaucoup en Norvège, avec lesquels on a des relations abouties. Et donc, mix énergétique différent et également des situations économiques et financières par État membre qui sont très différentes. On l'a vu au moment de gérer la crise. La France en particulier n'a plus aujourd'hui la capacité de faire des chèques, de diminuer ses taxes. Et c'est ça, moi, qui me inquiète le plus. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette crise de l'énergie, où on se rend compte que l'énergie est finalement un carburant pour notre économie, il faut que dans nos différents États membres, on en ait conscience, qu'effectivement, on travaille à la production et à la préférence européenne, et chez nous, en France en particulier, qu'on soutienne la production, l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer là? L'inflation va de nouveau augmenter. Le chômage va de nouveau augmenter dans nos différents pays européens. Donc la crise doit vraiment être, comme souvent, une prise de conscience avec, en général, des annonces qui ne sont pas forcément suivies des faits. Vous êtes favorable à un grand plan, je vous le demande à tous, de sortie de notre dépendance extérieure, tout simplement, avec des non-démocraties, on va dire. C'est un objectif qui a été fixé déjà depuis quelques années. On devrait se poser la question de savoir pourquoi on n'y est toujours pas. Non, parce que le problème, c'est qu'on est dans le dogme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame von der Leyen, elle dit on ne dépend plus du gaz russe, donc on arrête le gaz russe. Oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme alternative? L'alternative aurait pu être le nucléaire. Elle-même a reconnu au sommet mondial du nucléaire de Paris qu'elle avait fait une erreur en bloquant le nucléaire depuis toutes ces années. Alors que c'était un élément aussi d'indépendance. Donc maintenant, la question, c'est comment elle va faire pour financer les dégâts de cette erreur, pour justement trouver un nouvel élan. Alors que ça peut être le nucléaire, ça peut être l'hydraulique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réserves hydrauliques également en Europe. Sur les renouvelables, il y a aussi des réserves, et passer en dessous de ces 50% de dépendance. Alors, et là, il y aura un avenir pour tous nos concitoyens. C'est la question de quelle énergie, finalement, investir. Il y a la question des renouvelables. Mais les renouvelables, certaines personnes, comme M. Grudler, vous direz, l'éolien, le solaire, on dépend beaucoup encore de la Chine. Il y a l'hydraulique, en effet, est très européen. Là, on peut le produire. Est-ce qu'on doit se fixer des objectifs ambitieux en matière de renouvelables, des objectifs fixes, verrouillés, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, ce qu'on n'a pas été oui, évidemment, mais il faut se donner les moyens aussi. Un des problèmes a été qu'on a laissé ça au marché. Donc on a dit on va encourager les entreprises, on va leur donner... les entreprises font des profits. Si avec l'arrière on fait des surprofits, ça c'est pas le souci. Le problème c'est qu'on a laissé au marché. Et une entreprise, où est-ce qu'elle va investir? Là où il y a un rendement à court terme le plus intéressant. Et souvent c'est rester les fossiles. Donc nous, si on dit on veut vraiment faire cette transition rapidement, il faut investir
publiquement. Il faut dire, voilà, nous avons des objectifs et on va se donner les moyens pour le faire. On ne va pas laisser ça au marché parce qu'on n'y arrivera pas. Et on le voit bien, quand on regarde l'évolution, notre dépendance a augmenté. On a réformé le marché européen de l'électricité. Oui. Et on est sorti de ce marché spot, puisque maintenant, on autorise les contrats de long terme, les CFD, les PPA, qui vont permettre en fait de se libérer du marché libéral du quotidien. Donc, en fait, il y a quand même une garantie qu'on a d'abord abolie. Grâce au travail du Parlement européen. L'Europe a d'abord aboli. On a une réforme positive du marché les contrats à long terme, c'était mauvais. Ça empêchait. Donc d'abord, ils abolissent. Maintenant, ils se disent, on a commis. Et maintenant, on les a mis. C'est notamment la Commission de l'Industrie qui a travaillé dans cet esprit-là pour qu'il y ait des contrats de long terme qui permettent de ne pas dépendre du marché. Isabelle Le Callennec, est-ce que l'Union européenne, finalement, sort depuis quelques années assez vite de cette économie carbonée quand on voit que la droite européenne, donc votre famille politique, parfois s'allie avec l'extrême droite au Parlement européen pour ralentir l'application du pacte vert, ralentir la transition vers le véhicule électrique, vers les énergies renouvelables? Est-ce que finalement ça ne cultive pas notre dépendance au carbone? Non, les objectifs ont été rappelés, ils doivent être maintenus. Maintenant, ce qu'on demande, nous, au sein du PPE, c'est de donner le temps et les moyens aux entreprises de s'adapter. Parce qu'elles évoluent dans une concurrence mondiale, avec notamment la Chine et les États-Unis. Et effectivement, les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont très ambitieux, ont une répercussion sur les coûts. On parlait à l'instant des énergies renouvelables ou du nucléaire. Les énergies renouvelables, ça a un coût dans la plupart de nos États membres. Elles sont largement subventionnées. Aujourd'hui, on a cette capacité à décarboner l'industrie. C'est une priorité des priorités, et ça, je pense que ça peut être largement partagé. Il faut juste donner du temps au temps et accepter on va dire des objectifs et des jalons, comme on le dit ici, qui soient raisonnables, responsables et soutenables pour les entreprises. Donc l'objectif est toujours là, puisque chacun connaît l'état, je dirais, de la planète et du dérèglement climatique. Donc ces objectifs de baisse à gaz à effet de serre, il faut les maintenir. Par contre, il y a des entreprises, en effet, qui font des profits. Et ces entreprises-là, demandez-leur, discutez avec elles, elles réinvestissent dans la décarbonation. Parce que si on continue à taxer et retaxer les entreprises qui, elles, peuvent faire des efforts et réinvestir dans la décarbonation, vous connaissez le pourcentage de réinvestissement des profits sur les dernières 10 années? Je pense qu'il faut absolument un équilibre. Non, vous connaissez trouver le pourcentage? Un équilibre. C'est un minimum, hein. C'est un minimum qu'ils réinvestissent. Et justement, parce que quand vous regardez ce qui est donné dans les dividendes ou au rachat d'actions, c'est énorme dans ces entreprises multinationales. Un minimum, mais sur des masses d'argent qui sont très importantes. Et deuxièmement, elles ne sont pas surtaxées, elles font des surprofits. Et effectivement, si vous ne voulez pas faire ça, c'est très clair. Vous voulez laisser le marché, et donc il n'y aura pas de renouvelables. C'est pour ça que votre groupe est toujours sur le frein. Et après, on est dépendant des fossiles. Le PPE n'est pas contre les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient d'ailleurs. À chaque fois qu'il faut voter, vous mettez le frein. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais c'est exactement ça. J'ai dit l'objectif est resté le même. Oui, mais les objectifs, mais vous ne mettez pas les moyens. Et après, 5 ans, 10 ans après, vous venez pleurer, vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. Parce que vous avez saboté. Parce que c'est ça votre rôle ici dans ce Parlement. Dans le mandat précédent, il me semble que le Green Deal est allé quand même très très loin. Et aujourd'hui, pourquoi on revient? Parce qu'on n'est plus compétitif. C'est très clair. Et donc l'objectif de ce mandat, c'est de restaurer la compétitivité de notre économie européenne. C'est quoi? C'est le coût de l'énergie qui aujourd'hui sape pour beaucoup d'entreprises la compétitivité. Ok? Aujourd'hui, c'est quoi les énergies les plus chères? Non, on n'a pas la main-d'œuvre. Le BASF, la pétrochimie, vous allez regarder la main-d'œuvre, le coût il est minimal là-dedans. Chez nous, par exemple, au port d'Anvers, c'est genre 8%. 8% la main-d'œuvre. Et les coûts de l'énergie, c'est ça ce qui explose, c'est ça ce qui sape la compétitivité. Pour s'y prendre, il faut investir massivement dans la transition. Il ne faut pas saboter ça, parce qu'aujourd'hui, c'est les gaz et le pétrole qui explose. Alors, on parlait du nucléaire, et je pense que vous êtes contre le nucléaire. Le nucléaire est une énergie totalement décarbonée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le nucléaire est une énergie décarbonée. Elle est moins chère que l'éolien offshore. Le prix de rachat de l'éolien offshore, on pourra en parler. L'indépendance énergétique, c'est pour tout de suite? Alors, c'est pour demain matin. C'est pas pour après-demain, c'est pour demain matin. Je veux dire, et l'Europe n'a jamais été aussi forte que dans les crises. Quand il y a une crise, il y a une prise de conscience. On l'a vu pour la défense, quand il y a eu l'agression russe en Ukraine. On le voit maintenant pour l'énergie. Il y a une crise énergétique et c'est l'occasion pour les Européens de se dire oui,
Il faut s'organiser en Européens pour que demain il y ait des renouvelables, il y ait du nucléaire, il y ait de l'énergie décarbonée qui nous permettent de ne pas dépendre des autres. Merci à vous d'avoir été très, sur ce débat très vif et très pertinent. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.